Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 37 du balado du Dr. Kin. Épisode aujourd'hui portant sur l'entraînement musculation et l'impact de cette modalité d'entraînement-là sur l'ensemble de facteurs qui touchent la gestion du poids, plus particulièrement la dépense énergétique, puis l'oxydation des substrats, donc plus spécifiquement encore brûler du gras. Alors, j'invite tout le monde à laisser des commentaires, ceux et celles qui écoutent. Me dire si le son est bon, si tout va bien, c'est toujours apprécié. Si vous avez des questions, même chose, n'hésitez pas à y aller. Reste à savoir si je vais être en mesure de les voir à temps. Il y a des fois des petits délais. Et des fois, il y a bien évidemment aussi de nombreux problèmes techniques. Donc, si jamais je vois vos commentaires, questions, etc., ça me fait plaisir de les adresser, tenter d'y répondre. Sinon, je le ferai par la suite. Alors, cette fameuse oxydation des substrats-là, l'entraînement en musculation, c'est encore quelque chose qui est populaire. On en parle encore beaucoup. C'est important de faire de la musculation pour la perte de poids. Régulièrement, j'ai des discussions là-dessus avec de nombreux collègues. Et j'ai cherché un petit peu avec ce balado-là, cet épisode-là, à retourner aux sources. Donc, aller voir les principaux articles qui ont lancé cette vague-là, là, des articles qui datent fin 90, début 2000, là, qui ont commencé à observer l'impact de cette méthode d'entraînement-là, qui n'était pas très populaire dans les cercles de la recherche. On favorisait beaucoup plus les études sur l'entraînement aérobie. Et je dirais dans les années 90, il a commencé à avoir une petite vague de découverte de musculation. Dans les années 2000, il y a quelques chercheurs de renom, dont Gary Hunter, qui a commencé à s'intéresser à ça en lien avec la dépense énergétique et l'oxydation des substrats. Hunter, c'est quelqu'un qui est assez gros, là. Ça publie, c'est un bonhomme brillant. Donc, quand il s'intéresse à ça, ça entraîne une vague d'intérêt de la part d'autres chercheurs qui se disent si lui s'intéresse à ça, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant. Donc, c'est un peu lui, je pense, qui a lancé la vague de entraînement en musculation. C'est un outil intéressant pour la perte de poids. Et je suis allé relire ces différents articles-là, quelques autres articles qui sont sortis dans la même époque, des articles qui sont sortis après. Et je suis tombé dans les calculs un peu. Avant que tout le monde se sauve, là, non, je ne ferai pas des calculs en nombre, mais je me suis amusé à recalculer, essayer de quantifier des fois parce que certains auteurs vont présenter des pourcentages. Vont dire, il y a 18% d'augmentation, il y a 27% d'augmentation. Mais concrètement, les pourcentages, des fois, ça peut nous induire en erreur un peu. Fait que je suis allé quantifier un peu ces pourcentages-là de changement pour voir cliniquement, pratiquement, c'était quoi l'impact, c'était quoi la différence, qu'est-ce que ça pouvait réellement faire et est-ce que ça avait un impact notable. Donc, l'entraînement en musculation, la plupart des méthodes qui ont été observées, c'est de l'entraînement en station. Donc, c'est une série d'efforts, une période de repos, une série d'efforts. C'est des entraînements, là, selon les articles, de 3 à 5 fois par semaine, des séances musculation 45-75 minutes. Là. C'est pas mal ça qu'on retrouve dans la littérature. La bonne nouvelle, la plupart des études ont paramétré l'intensité, donc il y a au moins une notion d'effort. Donc, c'est pas juste j'ai déplacé des charges, j'ai poussé à une certaine intensité. Donc, il y a une notion de RM qui n'ont pas tout le temps été mesurées à l'aide de tests, mais il y a quand même une notion de on se rend jusqu'à l'échec musculaire pour les participants. Donc, ça, c'est un élément intéressant. Ensuite de ça,
Je vous dirais, c'est la plupart du temps des entraînements pour l'ensemble des groupes musculaires. Donc, c'est beaucoup ça qu'on va retrouver. Fait qu'il n'y a pas de split, il n'y a pas de méthode avancée. Puis ça, moi, je ne considère pas que c'est un problème du tout, mais ça a laissé place à interprétation par la suite là, pour différents entraîneurs, là, dans le fond, qui ont peut-être librement adapté des résultats pour promouvoir l'entraînement en musculation pour la perte de poids. Donc, qu'est-ce qui se passe quand les gens vont s'entraîner en musculation? C'est quoi les adaptations? Donc, d'abord et avant tout, il va y avoir des adaptations au niveau du système nerveux. Donc, on va améliorer notre capacité à recruter des fibres musculaires. On va améliorer le type de fibres qu'on est capable de recruter. On va avoir des patrons de recrutement qui vont être plus efficaces. Donc, plus ça va, plus on devient économe, si on veut. Donc, plus on devient efficace dans notre recrutement. Il y a un minimum d'opposition des muscles antagonistes, ce qui fait qu'on raffine notre mouvement. Ça se traduit rapidement dans les premières semaines d'entraînement, premiers jours, avec une augmentation de la force. Donc, on peut voir tout de suite, les charges peuvent augmenter très rapidement en musculation parce qu'il y a des adaptations plus de nature nerveuse qui se mettent en place. Ces adaptations nerveuses-là vont favoriser un recrutement de fibres qui vont être bien adaptées pour répondre à la tâche. Lorsqu'on va augmenter la charge, donc la charge déplacée, ce qu'on va faire, c'est que notre profil de recrutement, on va toujours aller chercher des fibres de type 1. Donc, ce sont des fibres dites oxydatives, très résistantes à la fatigue. Puis, plus la difficulté augmente, plus la charge augmente, plus on va aller chercher ce qu'on appelle des fibres de gros calibre, donc des fibres de type 2A, 2X. Ces fibres-là, 2A, 2X, ce sont des fibres principalement glycolytiques, donc qui vont utiliser de la glycolyse, dégrader du glycogène, du glucose pour renouveler l'énergie et effectuer des contractions musculaires. Donc, ce sont des fibres qui ont un potentiel à utiliser du gras un peu moins important. La bonne nouvelle, c'est que dans la majorité des entraînements de musculation qu'on fait, il y a un principe d'Henman qui est la gradation de la force. Si on veut, plus on va mettre lourd, plus on va recruter un grand nombre de fibres et plus on va aller recruter des fibres de gros calibre. Sauf que l'ordre de recrutement va être respecté dans la majorité des entraînements qu'on va faire. Donc, tout ce qui est conditionnement physique traditionnel, entraînement en force, cet ordre-là va être respecté. Donc, on va avoir initialement une première vague de fibres de type 1 qui vont être secondées par des types 2 pour réussir à faire le travail. Donc, c'est toujours cette séquence-là qu'on va observer. Donc là, les gens se sont dit, bien, je fais de la musculation et mes fibres de type 1 sont toujours recrutées. Si je mets plus pesant, je vais avoir plus de type 1. C'est juste que je vais rajouter encore plus de type 2 pour m'aider. Mes type 1, ben, elles ne sont pas pires, bien moyennes, si on veut, pour utiliser du glucose, c'est average, mais elles vont être très bonnes pour utiliser du gras. Alors, si je vais recruter ces fibres-là pendant que je fais de la muscu, ben, je vais probablement aussi être en mesure d'oxyder du gras. Le raisonnement jusqu'à date, on peut le comprendre, c'est plausible. OK, si ces fibres-là travaillent, puis elles sont capables d'utiliser du gras, OK, ça vaut la peine d'investiguer un petit peu plus. Là où ça se complique, c'est qu'on va arrêter nos recherches-là, puis on va tout simplement dire, bien, s'il y a des types 1, c'est que tu utilises du gras. Et là, entre toute une série de mesures. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour mesurer l'oxydation des substrats à l'effort? Il y a quelques méthodes différentes, certaines invasives, d'autres moins invasives. La plupart du temps, on va fonctionner par calorimétrie indirecte respiratoire. Qu'est-ce que la calorimétrie indirecte respiratoire? C'est tout simplement la mesure des échanges gazeux, donc la quantité d'oxygène qui est consommée et la quantité de CO2 qui est produite. Donc, c'est ce qu'on va observer. Et en sachant la quantité de CO2 et d'oxygène, on est en mesure de déterminer la provenance du carburant. Est-ce qu'on va utiliser un peu plus de glucides, un peu plus de lipides? C'est la méthode, je vous dirais, la plus moins pire. Donc, c'est une bonne méthode, surtout pour l'entraînement aérobie, donc l'entraînement où on a des efforts qui sont plus constants, plus étalés. Lorsqu'on a des entraînements plus courts et intenses, comme ce qu'on peut faire en musculation, ça devient un petit peu moins précis. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais la quantité de CO2 qu'on produit va être influencée par certains facteurs, dont la régulation du métabolisme acido-basique, entre autres. Fait que, bon, ça pour dire qu'on est un peu moins précis quand on va travailler avec les échanges gazeux et en musculation.
Alors, la plupart des études, c'est ce qu'elles ont fait. Elles ont fait faire de la musculation en mesurant les échanges gazeux des participants. Puis on a regardé qu'est-ce qui se passait versus un groupe contrôle. Il y a des données très intéressantes qui sont sorties. Une étude qui ont mesuré la dépense énergétique totale, qui ont mesuré la dépense énergétique au repos et même la dépense énergétique pendant le sommeil. Vraiment avoir un portrait énergétique très complet pour essayer de savoir qu'est-ce qui se passait quand on faisait de l'entraînement en musculation. Et là, on a mis l'emphase sur certains aspects de ces articles-là. Par exemple, les gens qui vont faire de la musculation dans cette étude-là, on observe une augmentation de la dépense énergétique. Ah! Ben, là, il y a plein de monde qui disent « Ah, ben, OK, on dépense plus de calories. » Non, attention, c'est pas juste ça, la phrase n'était pas finie. On dépense plus de calories, dépenses énergétiques plus élevées, au repos. Ah, OK. Fait que là, les gens disent « Ah, ben oui, là, c'est le coût énergétique de la récupération. C'est sûr, quand tu fais de la muscu, tu vas brûler beaucoup plus de calories après. » Attends, on va aller regarder. Quand tu regardes l'étude, effectivement, si je sors les chiffres, il y a eu une augmentation de 163 calories au niveau du métabolisme de repos par jour, comparativement au groupe contrôle qui, eux, ça a juste augmenté de 56 calories. Fait que tu te dis, mon Dieu, il y a 110 calories de plus qui sont dépensées au repos. Et ça, c'était beaucoup plus ciblé durant le sommeil. Fait que là, on se dit, hey, ça, c'est la récupération, réponse endocrinienne, super intéressant. C'est sûr qu'il y a quelque chose au niveau de l'oxydation des lipides, là. On a quelque chose pour la perte de poids. Fait que là, on est tout excité quand on a des résultats comme ça, puis ben, souvent, on se met des œillères. Moi, ce qui m'intéresse dans l'article après, c'est de regarder c'est quoi l'augmentation de la dépense énergétique totale sur 24 heures. Donc, oui, ton métabolisme de repos il a augmenté. On peut supposer que c'est causé par l'entraînement en musculation, potentiellement la récupération. Je regarde la dépense énergétique totale chez le groupe qui a fait de la muscu, c'est une augmentation de 126 calories de plus par jour, puis chez le groupe contrôle, 65. Là, tu dis, ben, tu vois, il bouge plus, il dépense plus de calories, c'est bon. Donc, c'est un outil super important pour la perte de poids. Ben, attends, le métabolisme de repos, il a subi une augmentation de 163 calories. La dépense énergétique totale a augmenté de 126 calories. Ça veut dire que j'ai compensé. J'ai dépensé moins de calories, soit pour ma digestion, la thermogénèse alimentaire, c'est peu probable, et l'activité physique, ben, il faut que ça aille diminuer. Donc, mon total a augmenté, mais pas autant que l'augmentation du métabolisme de repos. Fait que Jean-Patrick, qui nous dit oui, les études Barr et Fellain parlent de haute intensité, Tabata, Fartlek, dont logiquement on dirait les types 2A, 2X. Oui, puis non. Plus on élève l'intensité, plus on va aller recruter des types 1 aussi, parce que le seuil d'activation des types 1 est plus bas. Donc, lorsqu'on augmente l'intensité, on va chercher plus de fibres, plus de type 1, et aussi plus de gros calibres, donc plus de type 2A et 2X. Mais on ne bypasse pas les types 1. Les seuls cas où, moi j'ai pu voir dans la littérature qu'il y avait on sautait les types 1, c'était dans certains mouvements de puissance à très haute vélocité, que là, il n'y avait pas une réponse aussi séquentielle entre les types 1 et les types 2. Donc, ça, c'est un élément qu'il faut bien comprendre. Là. Fait que plus on augmente l'intensité, plus les types 1 vont embarquer là-dessus. Là. Donc, ça, c'est un élément là, qui est important. Alors, donc, si je reviens fait que je ne sais pas si ça répond, Jean-Patrick, ou si ça adresse là, un peu ce que tu mentionnes. Donc, notre dépense énergétique totale qui n'augmente pas autant que notre métabolisme de repos, ça veut dire qu'on compense. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'on parle de mécanismes compensatoires. Donc, les gens potentiellement bougeraient moins dans la journée. Et l'augmentation des calories de plus qu'elles ont sur 24 heures, ce serait uniquement sur le métabolisme de repos. Fait que là, tu te dis, waouh, ça, c'est une étude sur 6 mois. Donc, il y a vraiment un effet énergétique sur le métabolisme de repos. On va bonifier la dépense énergétique au repos. Puis si on va un petit peu plus loin, puis on regarde un autre tableau dans l'étude, on se rend compte que la composition corporelle des participants a changé. Donc, les gens qui sont entraînés en musculation, ils ont eu une augmentation de masse musculaire d'à peu près 1 point quelques kilos. 1,5, je pense, 1,6, et ils ont eu une augmentation aussi de la masse grasse. Donc, ils ont à peu près là, 2,5 kg, 3 kg de poids de plus après 6 mois. Quand on fait le calcul, ben,
ce 3 kilos de plus-là, au niveau de la masse maigre, ça vient expliquer en bonne partie l'augmentation observée de la dépense énergétique au repos. Donc, c'est pas que le métabolisme il tourne plus vite, c'est pas qu'on a un coût faramineux au niveau de la récupération qui fait en sorte qu'on dépense beaucoup plus de calories. Ça semble davantage causé par les changements de composition corporelle. Alors, il n'y aurait pas d'effet énergétique autre que tu as plus de cellules de type musculaire ou tu as plus de cellules adipeuses, donc ça te coûte plus cher à entretenir au repos. Déjà là, ça devient un peu moins intéressant, mais dans les études, ils ont regardé justement qu'est-ce qui se passait au niveau de l'oxydation des substrats. Est-ce que, OK, on dépense un peu plus de calories, mais d'un coup que le carburant qu'on utilise pour alimenter ces calories-là, il change beaucoup. Donc, si on bifurque, on commence à brûler bien du gras après la musculation. Donc, il y a des études qui ont regardé ça, super le fun. Vous donnez un ordre de grandeur là, pour l'oxydation des substrats. Les glucides sur une journée, là, pour quelqu'un qui va dépenser là, à peu près 2000 calories, on va avoir à peu près un 400, 450 peut-être, 473, 480. Donc, ça se promène dans ces eaux-là, grammes de glucides qui vont être oxydés en une journée. En termes de lipides, les chiffres, c'est un petit peu plus bas. On va parler entre 70 et 100 grammes à peu près par jour là, qu'on va retrouver. Donc, ça vous donne un ordre de grandeur un peu. Les gens qui ont fait de la musculation, donc un gros programme d'entraînement, on s'entraîne fort 3 fois semaine, on améliore la force, on améliore la masse musculaire. Qu'est-ce que ça donne? Bien, si je regarde comparativement à un groupe contrôle, dans l'étude, on avait le groupe contrôle qui ne faisait pas d'entraînement, qui est passé au début de l'étude à brûler 473 grammes de glucides par jour. À la fin, 502. Ce groupe-là, pour une raison X, il brûlait à peu près 30 grammes de plus, 28 grammes de plus par jour. Bon, c'est groupe contrôle, on ne sait pas si c'est la saison, l'horoscope, mais ça donne comme ça. Le groupe qui a fait de l'entraînement en musculation est passé de 463 grammes par jour à 488, fait qu'une augmentation similaire. Donc là, c'est difficile de dire l'entraînement a fait en sorte qu'ils ont utilisé plus de glucides ou non, parce que le groupe contrôle qui ne faisait pas d'entraînement a eu une augmentation extrêmement similaire. Fait qu'on peut supposer que c'était propre à cette étude-là, donc que ce soit la saison qui a changé, que ce soit peu importe, mais l'augmentation de l'utilisation des glucides semble être similaire, que ce soit un groupe qui s'entraîne ou un groupe qui ne s'entraîne pas. Puis au niveau du gras, comme quand on ne brûle pas des glucides, on va brûler les lipides. Fait que c'est un peu une balance, là, de la façon dont on calcule ça. Donc, c'est sûr que si on n'a pas des grandes différences au niveau des glucides, au niveau des lipides aussi, ça ne sera pas monstrueux. Fait que si on regarde, le groupe en musculation, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont augmenté d'à peu près 1,2 g par jour leur oxydation des substrats. Ils sont passés d'à peu près 92 à 93. Alors, une petite augmentation, 1 gramme de plus. Fait que c'est quand même négligeable. J'avais sorti des données pour d'autres études aussi, là. Ça donnait quelque chose comme 3 grammes, 4 grammes de plus, là, selon les études, par jour oxydé. Fait que, si on regarde ça sur 180 jours, ça ne fait pas grand-chose. Tu sais, ça te fait quelques centaines de grammes de différence entre ton entraînement en musculation, puis pas d'entraînement du tout. Donc, c'est même pas je fais un entraînement cardio, ou c'est un groupe contrôle. Fait que c'est quelques centaines de grammes sur 6 mois. Donc, on ne peut pas dire que c'est un effet qui est majeur sur la gestion du poids. On ne peut pas dire que c'est un effet qui va changer énormément la composition corporelle. Fait que, quand on affirme qu'il y a une augmentation du métabolisme des lipides suite à l'entraînement en musculation, c'est vrai, il y a un changement, mais quantitativement, c'est tellement négligeable que si quelqu'un perd du poids en faisant ça, c'est forcément parce qu'il y a eu un impact ailleurs, plus particulièrement sur la balance énergétique. Et ce qu'on voit dans les études, ce manque d'augmentation-là de la dépense énergétique, comme on le voit, le groupe qui faisait de la musculation dans la première étude que j'ai parlé, il dépensait moins de calories en activité physique parce que le total de calories qu'ils dépensent sur 24 heures a augmenté d'une moins grande quantité que l'augmentation de leur métabolisme de repos. Fait qu'ils ont diminué ailleurs. Il y a une des raisons, pour être pleinement transparent, ces mesures-là ont été faites dans des calorimètres, donc des chambres calorimétriques. Et ça, c'est des petites chambres là,
C'est très, très petit, là. C'est peut-être 80-100 pieds carrés. Donc, c'est vraiment pas grand. Donc, c'est difficile pour les gens d'avoir un mode de vie usuel. Donc, tu es confiné pendant 24 heures dans cette petite chambre-là. Bien souvent, il va y avoir un tapis roulant ou un vélo stationnaire pour que tu puisses faire un petit peu d'exercice. Tu as une télé, tu as une toilette. C'est vraiment le strict minimum. Tu ne peux pas dire je vais aller prendre une marche, je vais aller promener le chien. Donc, ça, c'est un facteur limitant où on pourrait dire ben les gens étaient confinés à l'intérieur d'une petite salle, ce qui peut faire en sorte qu'ils bougent moins que d'habitude. Donc, l'effet de la musculation sur leur niveau d'activité physique, ben, on ne peut pas le mesurer comme ça. Et je suis entièrement d'accord avec ça. Mon projet de doctorat visait justement à répondre à cette question-là. Je voulais voir l'impact de l'entraînement en musculation conjointement avec une restriction calorique sur, entre autres, le métabolisme énergétique. Donc, qu'est-ce qui arrivait au métabolisme de repos? Qu'est-ce qui arrivait à l'activité physique? Et les méthodes qu'on a utilisées ne confinaient pas les participantes à une chambre calorimétrique. Donc, on utilisait des isotopes où est-ce que les gens y repartaient et vivaient leur vie normale. Donc, je m'attendais à avoir un transfert important. Donc, des gains qu'on a en musculation, des gains en masse maigre, des gains en force, que selon moi, mon hypothèse, c'était qu'on allait observer un transfert dans le quotidien où les gens, spontanément, allaient bouger beaucoup plus et on allait augmenter la dépense énergétique comme ça. Avec l'augmentation de la masse musculaire, ben, c'est probablement ça qui est le principal moteur du léger changement d'oxydation des substrats. Mais ce léger changement-là qu'on parlait sur 6 mois, c'est peut-être 100 grammes, 200 grammes, 300 grammes de gras de plus sur 6 mois. Ben, si en plus on augmente la dépense énergétique, on va aussi augmenter cette quantité-là. Donc, c'était la théorie et finalement, c'est pas ça pendant tout ce qui s'est passé. Finalement, il n'y a pas eu de changement au niveau de la dépense énergétique associée à l'activité physique. Spontanément, les participants n'ont pas commencé à courir partout, à lancer des pierres d'Atlas le matin en se levant. Donc, il n'y a pas eu de transfert systématique, spontané, volontaire ou non, qui s'est fait. Donc, on n'a pas observé une augmentation de la dépense énergétique suite à 6 mois d'entraînement en musculation assez rigoureux. Donc, ça, moi, ça m'a fait mal. Il y avait des facteurs limitants aussi dans cette étude-là qui pourraient expliquer en partie. Mais à date, on est à 2 prises. Donc, on est vraiment à 2 prises sur l'effet de l'entraînement en musculation sur la dépense énergétique. Il y a quelques articles qui ont observé là, cette augmentation-là, comme je disais, mais c'est toujours 100, 200 calories par jour, surtout causées par les changements de composition corporelle. Fait que quand on va rentrer dans un protocole de musculation, l'oxydation des substrats, lorsqu'on va faire de la musculation, les lipides ne sont pas notre premier carburant parce que ça permet, c'est pas un substrat qui permet une grande puissance énergétique. On ne peut pas générer beaucoup d'énergie par seconde en utilisant les lipides comme substrat. Pourquoi? C'est tout dans le principe de mobilisation puis d'utilisation des lipides. Donc, le tissu adipeux, pour être utilisé, il doit d'abord être mobilisé. Donc, quand il y a une production d'hormones, entre autres, l'hormone de croissance va avoir un effet là-dessus. Si on regarde aussi les catécholamines, adrénaline, noradrénaline, vont aussi avoir un effet sur la mobilisation du tissu adipeux. Quand je vais commencer à m'entraîner, je vais avoir une réponse immédiate des catécholamines. Je vais avoir une augmentation de la production d'adrénaline. Puis ça va justement agir sur le tissu adipeux pour mettre en circulation des acides gras libres. Donc, ça va vraiment les mettre en circulation. Il faut qu'ils rentrent dans le sang. Donc, il faut que j'aie un débit cardiaque important. On remarque entre autres dans les efforts aérobies, donc sur le cardio, un des facteurs potentiellement limitants de notre capacité à utiliser du gras comme carburant, c'est notre débit cardiaque, donc la quantité de sang qu'on est capable de véhiculer par minute dans l'organisme. Si c'est un facteur potentiellement limitant pour le cardio, en musculation, le débit cardiaque augmente beaucoup moins. Donc, on va véhiculer pas mal moins de sang par minute. Donc, on va être un véhicule porteur d'un peu moins d'acide gras. Donc, on va faire circuler une moins grande quantité de sang, donc une moins grande quantité d'acide gras potentiellement. Ensuite, une fois que l'acide gras est rendu proche du muscle, bien, il doit être capté par le muscle. Un peu le même principe que le glucose là, qui passe dans le sang, qui doit être capté par la cellule musculaire. Donc, un peu la même chose, le muscle doit le capter. Et ensuite de ça, on doit transformer cet acide gras-là. Donc, on doit le modifier pour qu'il puisse rentrer jusque dans les fins fonds de la mitochondrie
pour être oxydé et faire de l'énergie renouveler l'ATP. Donc, c'est un long processus. Alors, quand je fais de la musculation et que je lève pesant, oui, j'ai une réponse hormonale qui est favorable à la mobilisation du tissu adipeux. Mais de par la nature de l'effort que je fais, la quantité d'énergie qui est nécessaire par unité de temps est quand même assez élevée. Donc, ce n'est pas une quantité d'énergie totale très importante, mais c'est beaucoup d'ATP en très peu de temps. Et ça, les lipides sont plus ou moins bons, pour ne pas dire pas bons du tout, pour nous aider. Donc, on va surtout aller carburer à l'aide du glycogène qui est proche, on va faire de la glycolyse, puis tout ce qui est dans l'immédiat, la phosphocréatine et compagnie. Donc, il y a peu d'effets directs. Et là, on pourrait dire, ah oui, mais si j'ai mis en circulation en augmentant ma sécrétion d'hormones de croissance, ça ne s'arrête pas tout de suite, ça continue dans le temps. Donc, après, une fois que ma séance d'entraînement est terminée, je vais pouvoir brûler plus de gras grâce à ça. Ben, si on regarde les données que j'ai présentées initialement, c'est pas tant que ça. Fait que pourquoi c'est pas tant que ça? Ben, parce que si le gras est en circulation, c'est bien correct, c'est bien le fun. Ça veut dire qu'il peut être utilisé. Mais si ma dépense énergétique n'est pas élevée, je n'aurai pas besoin de beaucoup d'énergie. Donc, je n'irai pas utiliser une grande quantité de gras. Donc, il n'y a pas juste la mobilisation puis la mise en circulation, il y a le besoin d'utiliser aussi le tissu adipeux. Donc, si je n'ai pas une grosse dépense énergétique après mon entraînement en musculation, ben, je n'aurai pas une grosse utilisation de substrat. Donc, les chiffres observés dans la littérature avec la théorie derrière la physiologie puis le métabolisme des lipides, ben, c'est cohérent. Donc, ça fait du sens que l'entraînement en musculation, ça ne soit pas un outil hyper efficace pour brûler du gras ou encore créer une perte de tissu adipeux. Est-ce que ça veut dire que l'entraînement en musculation va être inutile dans un processus de perte de poids? Pas du tout. Sauf que son utilité, ce n'est pas une utilité directe pour favoriser l'oxydation des substrats. C'est vraiment un outil qui doit permettre à franchir des facteurs limitants. Si on a quelqu'un qui a de la difficulté à faire de l'activité physique parce que son poids est trop important et des difficultés de locomotion, puis ça, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui va avoir un handicap sévère à cause de son poids. Ça peut empêcher quelqu'un de faire du jogging, d'avoir un petit peu trop de poids parce qu'il y a tout de suite des douleurs dans les chevilles ou dans les genoux. Donc, il y a des facteurs limitants comme ça. Fait que si quelqu'un veut augmenter son niveau d'activité physique, ben, ça se peut que son poids, en lien avec sa force et les capacités de ses structures, surtout les membres inférieurs, ne soient pas là. Donc, l'entraînement en musculation peut faire en sorte qu'on va faire une préparation physique pour être en mesure de faire ces activités physiques-là. Donc, l'entraînement en musculation va améliorer des qualités physiologiques qu'on va utiliser pour augmenter notre dépense énergétique sur 24 heures. Mais cet entraînement-là en musculation ne sera pas utile directement pour modifier la quantité de gras qu'on brûle ou la quantité de calories qu'on dépense. Donc, il faut vraiment intégrer l'entraînement en musculation dans une intervention plus globale. Puis, l'entraînement en musculation doit cibler des facteurs limitants pour l'individu. Donc, ça se peut qu'on ait des gens qui travaillent en agilité lorsqu'on parle de perte de poids parce que les changements de direction sont difficiles. Puis, cette personne-là décide de faire du patin à roue alignée ou du patin à glace pour augmenter son activité physique. Donc, ça peut être intéressant de développer un peu d'agilité pour être en mesure de mieux gérer son corps dans l'espace, mieux gérer des changements de direction qu'on peut observer assez facilement lorsqu'on est en patin, pas très stable. Alors, donc là, on vient à travailler quelque chose qu'on se dirait, bien ça, c'est une qualité physiologique réservée aux sportifs. Ça ne devrait pas se travailler dans un contexte de perte de poids. Bien, si un des facteurs limitants dans le processus de perte de poids, c'est l'agilité, bien oui, l'entraînement en musculation et l'entraînement plus spécifique en agilité vont aider. Mais donc, je rappelle, vraiment important de ne pas prendre l'entraînement en musculation comme une finalité, comme un outil qui va favoriser définitivement la perte de gras. Donc, Jean-Patrick, tu me dis, est-ce qu'on pourrait dire un peu comme un meilleur VO2 max, la musculation qui a un meilleur potentiel à utiliser et dépenser plus d'énergie? Bien, c'est ça, ça crée un potentiel. Sauf que moi, j'ai toujours dit à la blague, moi, j'avais le potentiel de jouer dans la Ligue nationale de hockey, de jouer dans la Ligue nationale de baseball. Moi, j'avais ce potentiel-là. Je ne suis jamais passé proche, on s'entend. Puis je sais que je n'avais pas le potentiel, mais blague à part, on peut avoir le potentiel de bien des choses, mais si on ne fait pas la conversion, donc si on ne réussit pas à prendre cette qualité-là
et concrètement tirer profit de ces capacités-là dans quelque chose au quotidien, bien à ce moment-là, ça ne nous donnera rien. Donc, on va avoir un gros moteur qui ne tourne pas. T'sais, on va avoir une Formule 1 qui reste dans le garage, donc elle ne consomme pas d'essence. Alors, oui, ça s'inscrit, mais c'est pas. Puis moi, c'est l'erreur que j'ai faite dans mon projet de doctorat. Moi, je pensais que si on développait la qualité, spontanément, la qualité allait s'exprimer. Donc, si la personne était plus forte, si la personne avait un meilleur VO2, c'est sûr qu'elle allait bouger plus sur 24 heures. Elle n'a pas le choix, elle a des meilleures aptitudes. Ben non, parce qu'il y a d'autres choses qui s'appellent la vie, il y a d'autres choses qui s'appellent les aspects psychologiques, sociaux, qui font en sorte qu'on peut ne pas être en mesure d'exprimer ces qualités-là. Donc, quand on va bâtir une intervention en gestion de poids, mais il faut s'assurer qu'on améliore la condition physique et qu'on favorise une conversion vers un mode de vie plus actif. Là, l'entraînement en musculation peut, dans certains cas, être un outil intéressant pour justement briser des barrières. Il y a d'autres stratégies aussi. Si vous avez d'autres questions, allez-y, là, pas de problème. Mais il y a d'autres aussi stratégies qui ont été mises de l'avant pour l'entraînement en musculation. Par exemple, faire de l'entraînement en musculation au début d'une séance, faire ça finir avec du cardio. Et là, on se disait, ben, au début de l'entraînement, on va épuiser les réserves de glycogène. Ensuite de ça, lorsqu'on va faire l'entraînement cardio, comme il n'y a plus de réserves de glycogène, on va oxyder un peu plus de lipides. Fait que tout ça, puis en plus, avec l'entraînement muscu, on va augmenter la production d'hormones de croissance. Fait que dès qu'on va commencer notre cardio, il va déjà avoir beaucoup d'acide gras libre en circulation, on va augmenter le débit cardiaque. Ça fait du sens physiologiquement vendu. OK, quand on quantifie le tout, si on réussit à épuiser les réserves de glycogène musculaire suite à l'entraînement de musculation, il va y avoir énormément de fatigue. Fort probablement que la fatigue nerveuse va prendre le dessus. Je plains la personne qui va faire du cardio après, ça va être extrêmement difficile. On va avoir les jambes très lourdes. Psychologiquement, ça risque d'être extrêmement difficile. Donc, il est peu probable qu'on fasse un entraînement en musculation qui épuise totalement les réserves de glycogène dans le muscle, à moins que les réserves de glycogène au préalable aient déjà été hypothéquées. Mais sinon, l'entraînement en musculation, il ne va pas être suffisamment énergivore pour gruger ces réserves-là au complet. Et si ça se fait, ça va être au coût d'une fatigue tellement importante que je ne suis pas convaincu qu'on va être en mesure de faire l'entraînement cardio. Mais supposons que c'est le cas. On va supposer qu'on réussit sans créer de fatigue nerveuse, à vider les réserves de glycogène grâce à l'entraînement en musculation. Et après ça, on va faire du cardio. Ben, le cardio qu'on va faire, on va dépenser une plus grande quantité de calories par minute. Donc, pour ça, c'est intéressant. Puis quand on fait les calculs, ça va changer quoi sur la quantité de gras qu'on va brûler? Ça se compte encore en quelques grammes. Donc, le fait de faire de la musculation et ou de vider les réserves de glycogène, on va brûler 5, 10, 15, 20 grammes de lipides de plus que si on ne l'avait pas fait. Et ça, c'est sans compter l'effet probable de la fatigue de l'entraînement en musculation. Donc, si je me suis fatigué, ma séance d'entraînement cardio, ça se peut qu'à cause de cette fatigue-là, je ne sois pas capable de dépenser la même quantité de calories. Donc, oui, des calories que je dépense, je vais avoir une plus grande proportion qui vient des lipides que si je n'avais pas fait de musculation. Good. Mais je vais dépenser moins de calories. Fait qu'au total, ce n'est pas si clair que je vais utiliser, oxyder plus de grammes de lipides. Puis je viens de doubler un peu ma fatigue. Alors, je ne suis pas convaincu que c'est une stratégie qui soit super efficace, qui fasse une énorme différence. Et d'après moi, si ça crée beaucoup de fatigue, on risque d'observer une diminution de la dépense énergétique sur 24 heures, fort probablement. Donc, moi, c'est un petit peu ma crainte de voir qu'on va causer tellement de fatigue, on ne sera pas capable de récupérer, que le métabolisme énergétique, là, il ne suivra pas, il n'y aura pas une progression en augmentant. Donc, puis en plus, s'il y en a qui sont déjà entraînés avec des réserves de glycogène vides, c'est difficile. Là. Il y a des études qui ont regardé. On cote beaucoup plus haut notre perception d'effort pour une même intensité lorsque les réserves de glycogène sont très basses. Donc, moins on a de glycogène, plus on a une petite voix fatigante dans notre tête qui nous dit qu'on n'est plus capable, qu'on devrait arrêter, pourquoi qu'on fait ça, c'est assez, etc. Puis on est moins tolérant envers cette petite voix-là. On a plus tendance à dire « Ah, je suis plus capable, puis j'arrête ». Alors, il faut vraiment considérer l'impact global de notre intervention en musculation. Est-ce qu'elle nous permet de dépenser au final sur 24 heures plus de calories? Et c'est ça qui est le vrai challenge. Donc, c'est vraiment ça, c'est comment canaliser ces efforts-là en musculation vers des gains qui nous permettent de bouger plus tout en essayant d'oxyder un petit peu plus de substrat, mais en sachant que c'est minime l'effet.
Donc ça, c'était une des stratégies là, qui avait été proposée quand même assez souvent. Une autre stratégie que je vais aborder, c'est l'entraînement en circuit. Donc, on va dire l'entraînement en circuit, ça, c'est différent de l'entraînement en station, l'entraînement en musculation classique. Et ça va permettre de brûler beaucoup plus de gras parce que nos fréquences cardiaques demeurent élevées tout le long. Il faut se poser la question, pourquoi les fréquences cardiaques demeurent élevées tout le long? Donc, lorsqu'on va faire de l'entraînement en musculation, ce qui va changer au niveau du cœur, c'est que les muscles vont contracter. Comme les muscles contractent, ça compresse tout le système vasculaire en périphérie dans les muscles actifs. Donc, c'est un peu comme un boyau d'arrosage. Si je ferme la main et je serre très fort, je vais compresser le boyau d'arrosage. Le boyau d'arrosage, si son diamètre est compressé, ça va créer plus de résistance dans le tuyau. Donc, les fréquences cardiaques, elles vont augmenter dans un premier temps à cause de la réponse des catécholamines. Donc, quand je m'entraîne, comme je l'ai mentionné, on va produire de l'adrénaline. Ça affecte les propriétés contractiles du cœur. Donc, ça va augmenter les battements, ça va augmenter la puissance et aussi la résistance qu'on sent. Donc, quand le cœur éjecte son sang, il propulse dans la circulation périphérique, puis il sent de la résistance, bien, il va s'ajuster. Donc, il va essayer de contracter plus fort, essayer de se battre contre ça. Donc, l'augmentation des fréquences cardiaques en musculation est davantage causée par l'augmentation de la résistance de la circuiterie en périphérie que des besoins en oxygène ou des besoins énergétiques. Donc, si je suis à 150 battements par minute en muscu ou je suis à 150 battements par minute sur le cardio, c'est pas du tout le même type de réponse et c'est pas le même pourquoi on observe ce 150-là. Donc, je risque de dépenser pas mal plus de calories à 150 battements par minute sur le cardio qu'à 150 battements par minute sur la musculation. Donc, si je fais un entraînement en circuit et je maintiens mes fréquences cardiaques élevées, donc ça, c'est très populaire. Là. Maintenant, par exemple, avec des tableaux indicateurs, on a un cardiofréquencemètre. À l'écran, on a nos fréquences cardiaques. Puis là, on met l'emphase. Il faut garder les fréquences élevées le plus possible. Plus elles sont élevées, plus ça veut dire qu'on brûle des calories. En musculation, c'est pas tout à fait le cas. Même si c'était le cas, il faut savoir que la muscu, c'est pas beaucoup de calories par minute. Donc, la quantité d'énergie qu'on va dépenser n'est pas si importante. Le débit cardiaque, la quantité totale de litres de sang par minute qu'on envoie aussi, elle n'augmente pas autant qu'on fait du cardio. Donc, ça ira pas. Le fait de maintenir mes fréquences cardiaques élevées, ça veut dire que je maintiens beaucoup de contractions musculaires. C'est surtout ça que ça veut dire lorsque je vais faire des entraînements en circuit. Mais c'est pas que je dépense plus de calories, c'est pas que j'utilise plus de lipides non plus. Encore une fois, les exercices qu'on va faire en musculation vont être des exercices qui sont coûteux en énergie par unité de temps. Ça coûte beaucoup de calories par fraction de seconde lorsqu'on va faire de la muscu, mais ça ne coûte pas tant de calories que ça sur 1 minute, 2 minutes, parce que l'effort est court. Donc, l'entraînement en circuit, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas développer des qualités avec ça, mais pour l'utilisation des lipides à l'effort, c'est à peu près la même chose que l'entraînement en station. Donc, on n'a pas vraiment une dépense énergétique plus élevée que ça. On n'a pas vraiment une oxydation des lipides qui est plus importante. Donc, ça ne fera pas une différence majeure, là, ce type d'entraînement-là, sauf si le fait de faire de l'entraînement en circuit, ça change la vie de la personne, puis elle vend son auto, puis elle s'achète un vélo, puis elle va au travail à vélo depuis qu'elle fait ses entraînements en circuit. C'est juste à cause de ses entraînements en circuit. Mais à ce moment-là, je vais dire bravo à l'entraînement en circuit. Effectivement, ça joue énormément pour cette personne-là dans sa gestion de poids. Alors, donc, l'utilisation des fréquences cardiaques comme marqueur pour dire qu'on brûle des lipides ou non en musculation, ça ne s'applique pas. Là. Donc, c'est la relation entre les fréquences cardiaques et l'effort n'est pas la même en muscu que sur le cardio. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de confusion. Puis le message que je veux lancer, c'est pas que la musculation, c'est pas important, c'est pas que c'est pas bon. Moi, je pense que c'est super important. Je pense que c'est super bon pour ce que ça fait. Et on devrait mettre l'emphase sur ce que ça fait, donc développer des belles qualités physiologiques entraînables et non pas mettre l'emphase sur ce que ça fait pas, comme brûler beaucoup de calories ou brûler beaucoup de gras. Puis dans la littérature, on le voit, donc l'entraînement en musculation, des fois, les études disent oui, ça a un petit effet sur la perte de poids. D'autres études disent non. Donc, chose certaine, quand on prend le poids de l'évidence scientifique, ça n'a pas beaucoup d'effet de faire de l'entraînement en musculation sur l'utilisation directe
des lipides et sur la quantité de calories qu'on va dépenser. Donc, il faut vraiment l'inclure dans quelque chose de plus grand, de plus global pour s'assurer que dans l'ensemble, notre intervention va faire en sorte qu'on va avoir une balance énergétique négative, puis qu'on va favoriser une utilisation des lipides. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Moi, c'est pas mal ça que je voulais aborder côté muscu. Ah, puis peut-être juste en terminant, parce que j'ai déjà eu la discussion, puis les gens me disaient, oh, mais moi, l'entraînement en circuit que je fais, ça marche, puis je suis sûr que je dépense beaucoup de calories, puis tout le... Bon, je dis, OK, mais c'est quoi? Bon, on commençait avec des burpees. Après ça, on allait faire un 6 minutes d'aviron. Après ça, c'était, je pense que c'était du clean and jerk. Après ça, c'était un 6 minutes de air bike. Ben, OK, la grosse dépense énergétique dans cet entraînement-là, ben, c'est l'aviron puis c'est le air bike. C'est pas les burpees, c'est pas le clean and jerk. Fait que ça, c'est du cardio à haute intensité. Puis ben, ça, oui, on peut dépenser quand même une bonne quantité de calories par unité de temps, mais plus on est intense, puis j'en ai déjà parlé dans un autre balado précédent, plus on est intense, ben moins on utilise le gras comme source d'énergie. Je fais lien avec le début de ce balado aussi, c'est le principe de recrutement des fibres. Plus je vais être intense, ben plus je vais aller mobiliser des fibres qui ont une prédisposition pour faire de la glycolyse, donc utiliser du glucose, du glycogène, plutôt que faire de la bêta-oxydation, de la lipolyse. Donc, quand on regarde l'entraînement en circuit uniquement composé d'exercices de musculation, la dépense énergétique est quand même relativement faible. Si on inclut des exercices cardiovasculaires à haute intensité, ben oui, on va augmenter la dépense énergétique, mais on ne jouera pas tant que ça sur l'utilisation des substrats. Là, on va bouffer beaucoup plus de glycogène. C'est ce qu'on risque de faire. Donc, j'attends encore quelques instants si jamais vous avez des questions. Écoutez, le balado, c'est toujours gratuit, donc n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à apprécier si vous appréciez, à en parler. C'est toujours le fun d'avoir du monde, c'est toujours le fun d'avoir des questions. On fait ça pour le fun. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous aimez ça, partagez, super le fun. Puis sinon, ben, je devrais vous retrouver dans les prochaines semaines. Là, ma session universitaire et collégiale, elle se termine sous peu. Donc, je devrais avoir un petit peu plus de temps pour produire du contenu, tant à l'écrit que sur les balados. Donc, ben, je vous remercie, puis je vous souhaite une excellente semaine, puis en espérant que vous allez pouvoir profiter de vos belles qualités physiologiques pour aller bouger un peu dehors.